je préviens tout le monde, c'est important. Néanmoins, je vous conseille d'en prendre des fois pour développer votre créativité, mais il y a différents types de drogues. Et donc, en fait, c'est la réalité augmentée. Voilà, c'est la réalité augmentée. Donc, j'ai mis ce petit sketch sur YouTube qui m'a fait toujours mourir de rire. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous irez le voir. C'est l'entretien de recrutement avec les Google Glass. Donc, mesdames, excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais c'est volontaire. L'idée, c'est que même si les Google Glass aujourd'hui ont été abandonnés, on est quand même aujourd'hui dans une évolution des process de recrutement avec des terminaux. Alors voilà, ça c'est un exemple des Google Glass où justement, quand vous avez un accident, c'est une expérience qui a été menée, vous pouvez regarder l'accident, vous avez une conseillère qui va vous guider pour remplir vos constats. Mais néanmoins, l'entretien de recrutement aujourd'hui, il y a un super clip que je vais vous montrer à la fin, enfin vous pourrez aller voir, pour pas vous montrer ce qu'on n'a pas le temps, sinon je ne vais pas enchaîner. Mais grosso modo, aujourd'hui, le DRH de demain, on peut imaginer très fortement que dans ses lunettes, il aura des alertes de rendez-vous, il préparera son entretien à distance, il pourra consulter les profils du candidat, LinkedIn, Viadeo, etc. avant de venir. Il pourra faire sur Google Hangout un entretien avec tous ses collègues de travail, parce que je vous ai dit que c'était participatif maintenant, avant de présenter le candidat. Il pourra enregistrer l'entretien pour se rappeler ce qui s'est dit pendant l'entretien, programmer un prochain rendez-vous juste avec un clin d'œil, et même, pourquoi pas, le nouveau collaborateur, demain, pourra trouver son itinéraire grâce à ça, pourra photographier son nouvel espace de travail, être mis en relation sans bouger de chez lui avec ses nouveaux collaborateurs pour discuter, partager des photos, etc. Montrer les lieux de vie autour de l'entreprise, etc. Et ça, c'est un truc très sérieux qui a été, donc c'est TMP Worldwide, je crois qu'il diffuse ce clip, si je me rappelle bien. Et je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Et le but, c'est de faire un peu la passerelle avec le côté RH, parce que finalement, l'entretien, il a vachement évolué. On ne vous demandera peut-être plus de venir directement à l'entreprise, mais on fera déjà peut-être un entretien de chez vous, et ce qui va être assez perturbant pour le candidat, parce que c'est quand même un nouvel univers qui va s'ouvrir dans cette logique de recrutement. Donc, en conclusion, il n'y a pas une place RH sur Internet à proprement parler, il y a un écosystème digital qui est transversal, donc à vous de trouver les bons vecteurs sociaux. Pensez à cette notion de fit culturel, que vous soyez entrepreneur, mettez en avant la culture de l'entreprise, ou que vous soyez candidat. Interrogez-vous d'abord pour savoir si vous pouvez vous adapter à cette culture d'entreprise. Personnellement, moi, je ne pourrais pas aller chez un cabinet comptable. Voilà, même s'il s'appelle KPMG. Voilà. Mais il y en a d'autres qui seront faits plus pour ça. Et donc, pensez que le candidat il doit être séduit par l'entreprise, mais pas que au début, à tous les stades de la création et de la diffusion du besoin. Pensez que le recrutement, c'est collaboratif, et que le virtuel va se mettre à la place du réel. Donc, tout ce que vous avez appris sur le recrutement, vous pouvez le jeter. Voilà. Non, je rigole. Voilà, donc c'était... voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour cette première partie très intéressante. Donc, je vais commencer ma partie, une fois n'est pas coutume, non pas en vous présentant quelque chose, mais en vous posant une question. Une question qui, vous allez le voir, est primordiale pour vous, qui est RH, RH en activité, futur RH d'entreprise, qu'il faut comprendre et assimiler pour comprendre la révolution qu'est aujourd'hui Internet, que sont aujourd'hui Internet et les réseaux sociaux dans l'organisation même et la culture des entreprises. Cette question, c'est chronologiquement, quel est pour vous le premier réseau social qui est apparu? Je vous pose une question ouverte. Peut-être. Copain d'avant. Copain d'avant. Pour Jean-Philippe, d'accord. Quelqu'un a d'autre idée? MSN. Ça dépend si on parle que la digital. Oui, parce que c'est en réel, le réseau social. On commence à s'en approcher, Estelle. Ah oui. On commence à s'en approcher. Le premier réseau social qu'on peut identifier,
C'est deux hommes de Cro-Magnon dans une grotte qui font des dessins qui expliquent leur quotidien et qui partagent sur leurs pratiques. Ça, c'est un réseau social. Donc vous voyez que ça n'a pas été inventé d'hier, que ce soit un copain d'avant ou autre chose. C'est tout simplement favoriser les échanges de pratiques privées ou personnelles qui vont faire en sorte qu'on va être plus performant. Donc, le premier réseau social, comme je vous le dis, voilà, super, merci beaucoup. Avance un peu parce que tu fais déjà avec ça, on va. Avance encore. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va y aller. Non, reviens en arrière, on va y aller. Donc voilà. Donc, on est dans un contexte comme ça, et les RH ne doivent pas passer à côté de ça, de ce côté pratique, échange professionnel entre les individus. Et aujourd'hui, pour les RH, encore plus que le recrutement, on va voir que vous, RH d'aujourd'hui et de demain, vous devez impérativement être attentif à l'organisation, à la structuration de votre entreprise autour de cette révolution. On parle de révolution, je vous dis que ça existe depuis toujours. C'est assez paradoxal. Mais là où les hommes des cavernes étaient 2, 3, 4, 5, 6 à échanger et à partager, je suis un peu près du micro, on est passé sur des échelles supérieures avec l'histoire et avec le temps. Donc de 2, 3, 4 personnes, on est passé à la place du village. 50, 60, 80, 90 personnes qui échangent. Ensuite, on passe aux médias classiques, la télé, la radio, qui permettent de diffuser une information à un grand nombre de personnes. D'accord, un nombre de personnes industrielles. Aujourd'hui, on considère, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du nombre de Dunbar, est-ce que ça parle à quelqu'un? Non, d'accord. C'est un sociologue et mathématicien danois qui a établi le nombre de contacts potentiels physiques d'une personne maximum à 150 unités. En gros, ça nous dit qu'une personne, aujourd'hui, ne peut pas entretenir une relation physique sur du long terme et soutenue avec plus de 150 personnes. C'est la limite de la polygamie. C'est ça. On va pas s'attarder sur tes mœurs. Je pense qu'on pourrait faire une conférence rien qu'avec ça. Mais... Non. Alors, là où on était limité avec la place du village à ces 150 personnes, on crée un troisième cercle qui devient illimité. Et ce troisième cercle illimité, c'est les réseaux sociaux tels qu'on les voit aujourd'hui, tels qu'on voit Facebook, tels qu'on voit Viadeo, les réseaux professionnels, etc. Et ça offre des possibilités impressionnantes dans tous les domaines de l'entreprise, et ça va même influencer la manière dont elles sont structurées. Et c'est très important à comprendre pour les RH, comme je vous le dis. D'accord ? On se rend compte avec l'histoire que c'est souvent l'homme qui a dû adapter ses techniques, que ce soit de management, d'organisation, d'échange à la technologie. Je vous prends un exemple très simple, la révolution industrielle. C'est l'apparition des nouvelles technologies de production, de la production de masse, du travail à la chaîne et des chaînes de montage, qui ont induit les organisations tayloristes, fordiennes, etc., etc. Aujourd'hui, on est dans un changement de culture d'entreprise et un changement de structuration fondamentale qui est à cette échelle-là. Et il faut le comprendre, impérativement. Les grands groupes le comprennent. On a un retard. Vous m'excusez, je ne suis pas trop le PowerPoint parce que j'ai l'habitude de faire un peu plus en freestyle. Donc, les Américains ont énormément d'avance sur nous, comme sur beaucoup de choses. Je vous prends un exemple RH. En 2013, 92% des recruteurs américains recrutaient sur les réseaux sociaux professionnels. LinkedIn, principalement. Okay, à cette époque-là, on était autour, donc 2011, 2012 en France, j'ai des chiffres un peu plus anciens, on était à une quinzaine, vingtaine de pourcents de DRH qui l'utilisaient quotidiennement dans le cadre de leur recrutement. Aujourd'hui, ça évolue tellement vite qu'on est passé au-delà de la barre des 50%. Donc vous voyez, on a quand même du retard, mais on arrive à s'adapter par rapport à ça. Pour vous expliquer comment, concrètement, comment ça se passe sur des exemples concrets, cette évolution, je vais vous donner des exemples. Un géant américain de la grande distribution qui s'appelle Best Buy. Quelqu'un connaît? Oui. Un exemple très très intéressant. Le directeur marketing de l'époque, c'était en 2013, qui s'appelle Jeff Stewart, si
si ma mémoire est bonne, se rend compte que ces objectifs commerciaux ne sont pas atteints et donc ils ne touchent pas ces prix. Donc il se dit soit mes commerciaux sont mauvais, je suis mauvais. En général, on a du mal à admettre quand on est directeur commercial. Soit c'est des objectifs qu'on fixe qui ne sont pas les bons. Ce qui peut aussi être une cause de ce non-atteinte d'objectif. Donc il dit on va remettre en cause la pertinence, si vous voulez, de notre service marketing et de sa vision parcellaire du marché. Donc il organise tout simplement un concours avec un bon d'achat de 10 $. Le principe du concours est de prévoir le plus précisément possible le montant des ventes pour Thanksgiving aux États-Unis, qui est un événement super important. Donc il l'ouvre à tous les employés de la boîte, y compris, ça va des gens qui font le ménage et qui viennent occasionnellement, au PDG, et parallèlement au son service marketing. Et il dit, vous devez me faire des prévisions de vente, et celui qui se rapproche le plus, il a un bon d'achat de 10 $. Service marketing super performant arrive à prévoir les chiffres de vente à 90%. 90%, c'est déjà super bien. Sauf que, quand on synthétise l'ensemble des résultats perçus sur l'ensemble des employés de la boîte, on arrive à 98%. 98%, on a une marge de 2% par rapport aux chiffres réels. Ça veut dire quoi, par votre avis? Bon, on peut remplacer un service marketing par un bon d'achat de 10 $. Non, outre ça, ça veut dire que on va aller chercher sur un panel beaucoup plus important de compétences et de savoir pour avoir un apport d'innovation et un apport technologique et une vision des choses qui est plus complète. Donc, dans le cadre de notre place du village qui était restreinte en termes d'individus, on va avoir une vision qui va certes être juste, mais quand on l'ouvre à un plus grand nombre de gens, on va avoir une probabilité d'avoir des résultats pertinents et une innovation, une intelligence collective qui est supérieure. Et là, vous voyez le lien avec les RH. Je vous donne un autre exemple très concret. Excusez-moi, c'est encore américain. C'est vrai qu'ils ont de l'avance sur nous par rapport à ça. C'est Procter & Gamble. Vous connaissez, hein, le géant américain de l'industrie. Rechercher une solution scientifique pour insérer un certain type de fluor dans un dentifrice. Donc il fait appel à ces chimistes. Ces chimistes travaillent pendant des mois et des mois, ils ne trouvent pas la solution. Ils passent par une plateforme qui s'appelle Innocentive. Je ne sais pas si tu connais cette plateforme. Et ils posent une question à la communauté sur une problématique précise qui est l'incorporation de ce fluor dans le dentifrice. Vous savez en combien de temps est venue la réponse? Combien? On n'est pas loin, 20 minutes. Ça veut dire que les chimistes de Procter & Gamble sont incompétents? Pas du tout. C'est peut-être les meilleurs chimistes du monde. Mais la personne qui a trouvé la solution était électricien. Et oui, ils n'allaient pas embaucher un électricien chez Procter & Gamble, c'est pas leur domaine d'activité. Sauf que la solution est venue de quelqu'un qui était out of the box, hors du métier, et qui leur a apporté un apport technologique important. Ok? Donc, vous, RH, on va parler du recrutement, mais surtout dans ça, votre rôle, il est de favoriser ces échanges au maximum, et dans vos structures, si vous êtes sur un site multinational, entre les différentes entités du groupe, faire en sorte qu'au maximum, les gens puissent interagir entre eux pour trouver des solutions communes et avoir un apport technologique. Et lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'on n'a pas la compétence, l'ouvrir sur ce troisième cercle que je vous explicitais tout à l'heure, qui est quasiment infini. D'accord? Alors, c'est un petit peu, et je regarde Patrick parce que ça me fait rire quand on pense à la dernière conférence à la LDRH, mais se dire, on met une boîte à idées, on mettait une boîte à idées dans l'entreprise, et cette boîte à idées, elle nous donnait des tendances, des résultats, poser des questions, etc. Ok. Et ce que j'ai souvent entendu, c'est 90% de ce qu'on a dans les boîtes à idées, c'est nul. Je vais vous reprendre un autre exemple, parce que j'aime bien les exemples, d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Theodore Sturgeon. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est très vieux. Et un jour, à un cocktail, un journaliste vient l'interviewer et lui demande « Vous faites quoi ?» Il fait « Moi, je suis auteur de science-fiction. Journaliste, je suis la science-fiction, de toute façon, c'est nul. 90% de ce que la science-fiction fait, c'est nul. » Il lui répond « Oui, je suis d'accord avec vous. Mais 90% de tout est nul. »
Donc 90% de ce que vous avez dans vos boîtes à idées, effectivement, c'est nul. Mais 10% vont vous apporter réellement quelque chose de concret et quelque chose d'intéressant. Or, sur un panel de 10 ou 20 personnes, 10%, ça ne représente rien. Aujourd'hui, Internet, c'est 2 milliards de personnes interconnectées. Faites vite le calcul, 10% de 2 milliards, ça fait 200 millions de réponses pertinentes à Internet. Donc, ouvrez-vous à ça. Structurez votre entreprise pour qu'elle soit ouverte aux échanges, ouverte à l'innovation. Hein, allez vous intéresser à un conférencier américain de l'Université Phoenix qui s'appelle Gary Hamel. Il est très intéressant par rapport aux pratiques de management et l'évolution du management par rapport à ces réseaux sociaux. D'accord? Je vais juste revenir là-dessus. Si je remonte un peu. Voilà. Je voulais vraiment vous faire voir ce schéma qui est primordial et très intéressant. Vous avez l'organisation de l'entreprise telle qu'elle descend aujourd'hui. Donc, un business classique totalement déconnecté avec les employés qui travaillent de leur côté, les fonctions corporate de l'entreprise, d'accord, qui font leur job stratégique au niveau de l'image de l'entreprise, au niveau des RH, des services corporels, et vous avez un marché qui lui est en parallèle. Donc, vous avez le corporate qui fait le lien entre les deux. En évolution, ce service corporate, il doit être assez ouvert et assez intelligent pour pouvoir faire le lien entre les deux, entre les compétences des employés et le marché. Ok? On redescend encore et on vient à une organisation déjà plus sociale qui correspond plus à celle des réseaux sociaux aujourd'hui. D'accord? Avec des salariés qui commencent à être interconnectés entre eux, c'est-à-dire qui commencent à échanger. Ok? Ils commencent à échanger des pratiques, etc. Ils arrivent à se mettre d'accord pour trouver des solutions et ils font part de ça à leur corporate qui fait le lien avec le marché. Et on arrive enfin à un business social. Un business social qui est celui de toutes les grandes startups, les entreprises technologiques américaines que vous connaissez, Facebook, Google, etc. Où il n'y a plus de barrière entre ce corporate et les salariés. Je vais même dire plus. Ce sont les salariés qui prennent une importance aussi importante, voire plus importante que le patron lui-même. Et si vous voyez comment sont structurées ces entreprises, c'est exactement ça. Vous allez voir le patron de Google, vous allez voir Mark Zuckerberg, que c'est pas toi que je vais l'apprendre. Que je connais. Voilà, que j'ai rencontré. Que tu as rencontré. C'est pas des gens qui sont dans une tour d'ivoire au 25e étage en haut, en attendant qu'on vienne frapper à leur porte. C'est des gens qui sont dans des bureaux ouverts, avec des équipes ouvertes, sur lesquelles on va faciliter, comme tu disais, la créativité au maximum. Et c'est ça aujourd'hui l'avenir, c'est ça. C'est se fier des compétences et de la richesse de vos salariés pour pouvoir faire avancer et innover votre entreprise. C'est exactement la même tendance que ce que tu disais tout à l'heure. On inclut du brand content dans les médias aujourd'hui. On fait participer les acheteurs potentiels et les clients à la construction des produits. Vous connaissez tous Roger Federer? Okay. Est-ce que vous aviez vu la campagne qui était passée avec Nike sur les chaussures de Roger Federer? Ça vous illustre très bien ce qui se passe. Hein? C'était il y a 2 ans, hein, ça commence à dater déjà. Et Nike s'est dit, on ne va pas faire porter à Federer des chaussures que nous on a choisies ou que nos équipes de design ont créées. On va faire choisir aux consommateurs, enfin aux clients potentiels, aux fans de Roger Federer, quelles chaussures il va porter à son prochain tour. Donc ils ont fait un jeu concours sur Facebook, ils ont soumis ça à un nombre de votes, à un nombre de likes, etc. Et les chaussures qui avaient été les plus retenues, il les a portées au tournoi de la mode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur a été intégré au choix sur la construction et la commercialisation du produit. Et dans ce cas, il est plus à même, comme nous l'expliquait Jean-Philippe, à l'acheter. D'accord? Puisque c'est lui qui a participé à sa création et il a l'impression qu'il y a une part de lui dans le produit. Et c'est pour ça que ça fonctionne aujourd'hui. Je vous ai mis des statistiques aussi qui sont super intéressantes un petit peu avant. Voilà. C'est le taux de confiance, vous ne voyez pas trop mais je vais vous expliquer, c'est le taux de confiance que font les gens aux différents médias quand ils achètent un produit. Vous voyez que la publicité télé, 22% de taux de confiance.
Aujourd'hui, quand vous mettez une publicité à la télé, quand vous payez une publicité très chère en prime, sur device à TF1 des millions d'euros, vous touchez 22% des utilisateurs potentiels qui seront prêts à acheter votre produit. Qu'est-ce qui vient en premier, à votre avis, 80% si on cumule? De quoi? Téléphone? Non. L'intégrer, C'est-à-dire que intégrer les consommateurs dans le choix du produit. c'est dans ce même sens. C'est l'avis d'un proche. Si un proche vous dit j'ai acheté, par exemple, une voiture, j'ai acheté une super voiture, et bien vous allez vous dire ouais, il a acheté une voiture, donc lui me dit que c'est bien, et je suis plus à même de croire qu'un marketing ou un publicitaire qui me dit c'est très bien. Forcément. Donc, c'est comme ça qu'on inverse les choses en termes de com et de marketing, mais tu l'as vu, on va pas trop revenir dessus, mais c'est la même chose au sein de vos entreprises, avec vos salariés. Si vos salariés sont intégrés dans les processus de décision, s'ils ont la liberté créative nécessaire pour pouvoir échanger, partager et apporter une pierre à l'entreprise, ils deviennent plus motivés, ils deviennent plus innovants, ils deviennent plus créatifs. Et c'est ça aujourd'hui le cœur, avant même le recrutement, avant même la source, le rôle des RH dans l'entreprise. 75% des groupes du CAC 40 français ont aujourd'hui un RSE, pas responsabilité sociale des entreprises, un réseau social d'entreprises dédié. C'est pas pour rien. Alors, c'est nouveau ce qu'on appelait intranet, totalement obsolète. Intranet, c'était un journal de bord, un média classique, un média de premier niveau, comme une télé ou une radio, qui diffuse les informations du corporate vers le reste du groupe. On lit quand on a le temps, on prend les informations qui nous intéressent. C'est plus du tout ce qu'on cherche. Là, on cherche à faire participer et échanger. Je vous donnais l'exemple du chimiste et de l'électricien, c'est ça aujourd'hui. On cherche à faire en sorte que les compétences de chacun soient valorisées au maximum, reconnues et qu'on incite la créativité et le partage au sein de l'entreprise. Donc, ces réseaux sociaux d'entreprise, ils sont conçus et ils doivent être conçus aujourd'hui pour ça. Okay, et c'est pour ça que toutes ces entreprises et ces grands groupes, ils le mettent en place. Le problème qu'on a par rapport à ça, et que les patrons ont, je vous dis, les patrons, eux, voient tout de suite l'intérêt de ça. Ils sont déjà positionnés sur ce business, ils le voient, etc. Mais pas forcément les gens. Vous mettez aujourd'hui une base collaborative qui est parfaite, qui est très bien construite, qui est très intuitive, qui est très facile à utiliser. Voilà. Vous n'allez pas avoir naturellement les gens qui vont se précipiter vers son utilisation. Parce qu'il y a des freins culturels, parce que c'est de la conduite de changement, tout simplement. Hein. Quand on avait l'habitude d'envoyer un mail ou de passer un appel, d'aller mettre une question ouverte sur un forum de réseau social d'entreprise pour avoir des retours, ce n'est pas un réflexe spontané. Donc, qu'est-ce qui est plus dans l'essence même des ressources humaines, aller valoriser les ressources humaines, que de favoriser cet apport technologique, cette assimilation de la technologie qui va derrière vous permettre de faire communiquer les gens entre eux. Donc là, il y a des enjeux énormes pour vous. Hein, je pense aux gens qui sont déjà en place, mais aussi à ceux qui arrivent. C'est de mettre en place des choses qui permettent aux gens d'assimiler cette technologie assez vite et assez naturellement dans l'entreprise. Y compris les gens qui sont déjà en place. Et ça,